à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un personnage central de la révolution russe. Qui est Lénine? Quel est son parcours de révolutionnaire? L'homme a marqué son temps, des révolutions russes qui renversent le régime impérial jusqu'à l'exercice du pouvoir. C'est une figure aussi bien honnie qu'adulée, désavouée que statufiée. Partons ensemble sur les traces de cet homme aux multiples visages. Au moment de sa prise de pouvoir en 1917, qui est Lénine? Lénine est le Robespierre du XXe siècle prédit en avril 1918. Grigorgi Plekhanov, ancien mentor de Lénine. Si ce dernier a décapité quelques centaines d'innocents, Lénine en décapitera des millions. Ce caractère tyrannique va s'illustrer très vite. Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, 1870-1924, a été le principal artisan de la révolution d'octobre 1917 en Russie, et une figure tutélaire du communisme mondial. Homme de conviction, intelligent et fin stratège, il a su cristalliser les récriminations de son peuple et proposer un projet de société nouvelle avant de se faire l'objet d'un véritable culte dans les pays socialistes. À l'opposé, ses détracteurs lui attribuent la paternité des crimes commis au nom du communisme. De manière plus nuancée, nous pouvons considérer Lénine comme une incarnation de son époque, au moment où les peuples du monde cherchent à se libérer des régimes autocratiques. Dans ce contexte, il propose une voie originale vers le socialisme qui chamboule et façonne le XXe siècle. Vladimir Ulyanov est né en 1870 à Smibrix, à 700 km au sud-est de Moscou. Étudiant brillant, il affronte vite les tensions politiques puisque son frère est exécuté par les autorités tsaristes en 1887 en raison de ses activités militantes. Malgré cela, Vladimir Ilitch poursuit ses études et devient avocat au début des années 1890 avant de se tourner lui aussi vers l'action politique. Engagé au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, Lénine s'installe à Saint-Pétersbourg et commence à se faire connaître dans les milieux marxistes. En 1897, il est déporté en Sibérie avant de s'exiler en Suisse puis en Allemagne. Ces années de formation lui permettent d'étudier la situation de l'Europe et de la Russie du tsar Nicolas II. Le bellicisme ambiant annonce l'imminence des guerres à venir. Le retard économique de la Russie et sa monarchie absolue, très répressive, ajoutent à l'asphyxie sociale dans ce pays. Ces circonstances poussent Lénine, comme des milliers d'autres, à lutter dans le clandestinité ou l'exil, préparant l'offensive pour rompre avec le statut. Il précise ses positions dans la brochure Que faire en 1902, qui prône la création d'un parti pour diffuser le marxisme auprès des travailleurs et les organiser dans un sens révolutionnaire. Cette conception est adoptée par la faction bolchevique. En 1905, une première révolution a lieu en Russie, alors que l'Empire est affaibli par son échec militaire en Mandchourie. Lénine rentre au pays pour participer à l'insurrection, mais doit s'exiler à nouveau en 1906. Il poursuit ses travaux théoriques et anime le mouvement bolchevique de l'étranger, sans que celui-ci arrive à s'imposer. Le début de la Grande Guerre en 1914 vient exacerber la colère du peuple, qui souffre des restrictions et de la conscription, mais affichant toujours une confiance envers le tsar. Lénine revient alors en Russie pour assurer la direction du mouvement et tenter de prendre le pouvoir. Il préconise l'abandon de la guerre, le transfert du pouvoir aux soviets et la redistribution des terres. Le professionnalisme des bolcheviks et la popularité des mesures proposées leur permettent de prendre le pouvoir en octobre 1917. Lénine se consacre alors à la construction de l'Union des républiques socialistes soviétiques et de la Troisième internationale communiste. La guerre civile et les invasions étrangères en Russie 1917-1921 nuisent au développement du socialisme. Certains progrès sont réalisés quant aux droits des travailleurs et aux conditions de vie, mais c'est aussi une période de durcissement du régime. L'internationalisation de la révolution ne se produit pas immédiatement, ce qui isole le pays. Lénine prend d'abord 3 mesures. La paix immédiate avec l'Allemagne du Kaiser Guillaume II, une trêve de 3 mois est décrétée en vue d'une paix définitive à négocier, la redistribution des terres aux paysans et le contrôle ouvrier sur les entreprises. Derrière ces mesures, attendues par le peuple, se cache une myriade de mesures restrictives de liberté.
Parti interdit, retour de la censure, banque nationalisée. Le 7 décembre 1917, Lénine réinstaure une police politique, la Tchéka, qui deviendra bien plus tard le NKVD, puis le célèbre KGB. Lénine veut tout contrôler, mais la situation manque toutefois de lui échapper dès novembre 1917, aux élections de l'Assemblée constituante chargée de dessiner les contours de la future Russie. Le parti bolchevique n'obtient que 22,5% des 48 millions de votes exprimés, alors que les socialistes révolutionnaires en récoltent 39,5%. Après avoir usé de tous les stratagèmes légaux et fait arrêter les représentants des partis considérés comme bourgeois, Lénine accepte finalement que s'ouvre l'Assemblée le 5 janvier. Mais à l'issue d'une journée, il annonce sa dissolution en raison de sa majorité contre-révolutionnaire. Avec elle sonne la fin de la démocratie en Russie, considère l'historien Alexandre Schumpf. La fin de la démocratie et le début de la guerre civile. Cette trahison du bolchevique rend furieux ses alliés socialistes révolutionnaires qui l'ont aidé à prendre le pouvoir et provoque une grande vague de contestation dans le pays. Paradoxalement, Lénine accueille avec joie cette lutte fratricide. Pour lui, en période de guerre civile, un marxiste est obligé de prendre position pour la guerre civile. Selon lui, ce conflit va faire sortir du bois des révolutionnaires en immisçant dans la société une violence qu'il légitime. Aucune rivière de sang ne pourrait approcher les mers de sang que les impérialistes russes ont versées. Dans une Russie divisée, Lénine poursuit ses efforts pour sortir la Russie du conflit mondial, car les soldats allemands continuent de progresser en territoire russe, s'approchant dangereusement de Petrograd. Début 1918, les bolcheviks déclarent même la patrie en danger. Le 3 mars 1918, les Allemands imposent un traité de paix aux conditions très dures, signé à Brest-Litovsk. Il ampute la Russie de 800 000 km² par rapport à 1914. L'Ukraine, la Finlande, les pays baltes quittent le giron russe, mais Lénine le clame haut et fort, il a sauvé la révolution. Cette paix est qualifiée de honteuse par certains partis de gauche. Le 30 août, Lénine est touché par 2 balles de revolver tirées par Fanny Kaplan, membre du Parti socialiste révolutionnaire. Ce parti, ex-allié, opposé à la conclusion d'une paix avec l'Allemagne, commet désormais des attentats contre le gouvernement bolchevique. Les anciens alliés de la Russie vivent cette paix comme une trahison. Ils envoient des soldats en Crimée afin de combattre les forces du nouveau pouvoir bolchevique. Rapidement rétabli, Lénine entend briser les résistances et instaure la terreur rouge. Lénine théorise le rôle de la violence en tant qu'instrument révolutionnaire, note Alexandre Schumpf. La moindre rumeur de soulèvement de Russes blancs partisans du tsar donne lieu à des représailles sanglantes. Sur ses ordres, la Tchéka assassine sans jugement 15 000 personnes à l'été 1918. Ces télégrammes appellent à des pendaisons, déportations massives, tout en réclamant le recrutement de gens durs pour réaliser ces tâches. En 1919, les Cosaques paieront très cher leur rébellion contre le régime bolchevique dans la région du Don, au sud du pays. Tandis que la toute nouvelle armée rouge, menée par Léon Trotsky, bras droit de Lénine, gagne du terrain après une série de défaites initiales, la Tchéka décide d'assainir la région. Au total, entre 300 000 et 500 000 personnes furent massacrées, déportées sur une population de 3 millions d'habitants. Au cours du conflit, un certain Joseph Staline se fait un nom en 1919 dans la future Stalingrad. Par la dureté de sa répression, ce Géorgien ancien séminariste qui attaquait des banques en 1907 pour financer la branche bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate russe se montre à l'aise dans les cercles du pouvoir. Jusque-là fidèle exécutant de Lénine, il noue des liens avec les principaux responsables de la Tchéka. Le conflit achevé et les frontières stabilisées en 1920, il gravit les échelons. Nommé secrétaire général du parti en 1922, un poste en apparence technique, il peut en réalité nommer à sa guise les cadres du parti et y placer ses fidèles, tout en étant au courant de tous les courriers sortants ou arrivants. La Russie bolchevique est alors pleinement entrée dans une phase de stabilisation.
création de l'Union des républiques socialistes soviétiques en décembre 1922, ou encore création de la Commission d'État pour la planification générale, chargée de multiplier les enquêtes sur les ressources et les besoins du pays. Lénine lui-même a mis en pause la marche vers le socialisme face au risque de pénurie dans le pays, avec sa nouvelle politique économique visant à assouplir les contrôles étatiques et à introduire des éléments de marché pour stimuler la reprise économique. Face à l'ampleur de la tâche, la santé du guide décline dès 1921. En mai, il est victime d'un premier accident vasculaire cérébral dont il se remet rapidement. En décembre, il est frappé par une deuxième attaque qui paralyse son côté droit. Staline sent une opportunité et parvient à isoler Lénine de ses proches tels que Trotsky qu'il déteste. Il insiste pour empêcher Lénine de travailler plus de 10 minutes par jour, officiellement pour sa santé. Fin 1922, Lénine, ayant repris des forces, s'aperçoit de l'ambition débordante de Staline. Dans des notes dictées à son épouse qui avait eu un accrochage avec le Géorgien, il le tense. Staline a concentré un pouvoir illimité et Staline est trop brutal avant de proposer de le démettre de ses fonctions de secrétaire général. Mais ce revirement arrive trop tard. En mars 1923, un dernier AVC le prive de la parole. Lénine mourra le 21 janvier 1924 à l'âge de 53 ans d'une artériosclérose des artères cérébrales. Le sang n'irriguait plus le cerveau du père du bolchevisme. En nous quittant, le camarade Lénine nous a recommandé de sauvegarder et d'affermir la dictature du prolétariat. Nous te jurons, camarade Lénine, que nous n'épargnerons pas nos forces pour accomplir avec honneur ta volonté. D'un ton monocorde, empli de suppliques, Joseph Staline prend des airs de pop orthodoxe devant le mausolée de Lénine, le 27 janvier 1924 à Moscou. Il sait l'heure importante. Rompu aux coulisses du pouvoir bolchevique, Staline imposera définitivement comme le successeur de Lénine à la tête du parti en 1929. Il saura appliquer les préceptes de son mentor. Le recours à la violence de masse constitue un indéniable et triste point commun entre les régimes staliniens et léniniens. Comme on l'a vu, rien ne prédestinait Vladimir Ilitch Ulyanov, né en 1870, dans l'aristocratie impériale russe, à devenir une figure du marxisme et un opposant au régime impérial. Pourtant, Lénine va s'imposer comme le leader de la révolution russe de 1917 avant d'imposer une dictature à l'ensemble de la Russie, préparant le terrain pour une autre dictature, celle de Joseph Staline. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.